Lundi 22 janvier 2018, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce programme de télévision. Alors, pour vous permettre de vous installer confortablement pour nous suivre, nous vous invitons à regarder la météo. C'est le temps qu'il fera demain. Merci à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent donc depuis Agoué. Au menu ce soir, chers amis, après la santé, après donc la médecine, la microbiologie est une science qui s'applique dans l'agriculture aussi. Comment contribue-t-elle pour une agriculture saine et écologique? L'agroécologiste Anissé Dassou nous apportera des éclaircissements dans cette émission. Une réserve biosphère transfrontalière, c'est une réalité dans le département du Mono qu'accueille ce cadre naturel et pour quelle finalité? Réponse à découvrir dans la rubrique Nature et bien-être avec Amandine Anyambossou et son invité, Monsieur Josia Bodrenou. Tout le monde aspire à une vie de réussite parfaite sans pour autant en détenir les clés. Alex Balogun, coach en leadership de développement personnel, nous servira de guide sur donc, ce qu'il faut comme mental pour pouvoir réussir. Et puis, retour sur nos axes routiers pour évoquer la problématique de permis de conduire chez les conducteurs de taxi, moto, les émigrants. Mais avant le développement de tout ceci, direction vers Nadège Sani pour les titres du journal. Nadège, bonsoir. Bonsoir Karamat. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons de ce nouvel ouvrage sur le code foncier et domanial lancé samedi dernier. Nous suivrons le compte rendu de Roch Akweino. À suivre également dans ce journal un reportage sur le regard que les jeunes portent sur l'agriculture. Ils sont de plus en plus réticents à s'investir dans ce domaine. Santé oculaire, les enfants de l'école publique de Gbégamé ont bénéficié d'une consultation gratuite offerte par des spécialistes en ORL et en ophtalmologie. Voilà, c'est donc les titres du 19:45 de ce lundi 22 janvier 2018. Le premier plateau, c'est le monde agricole. Mais avant, regardez ceci. Pour planter le décor, c'est bien le reportage de Armel Dossou-Kago que je vais vous inviter à visionner. Et ça porte sur la microbiologie. On regarde. La microbiologie, en français facile, c'est l'étude des êtres invisibles à l'œil nu. Lorsque nous parlons de microbes, lorsque nous parlons de micro-organismes, nous parlons de ces êtres-là qui ne peuvent pas être observés à l'œil nu.
Du laboratoire à l'agriculture en passant par l'élevage, la microbiologie joue un rôle important dans plusieurs secteurs, notamment le secteur primaire. Donc, parlant de l'agriculture, il y a la microbiologie agricole. D'accord? Donc, de nos jours, pour moderniser l'agriculture, on utilise les rhizobactéries. Ce sont des bactéries, d'accord, qui sont utilisées pour améliorer le rendement au niveau des cultures. Ces bactéries agissent le plus souvent au niveau du sol, d'accord, permettre à la racine des plantes de fixer l'azote du sol. Pour augmenter le rendement de leur production, les maraîchers utilisent les fientes de volaille pour fertiliser le sol. Une pratique qui a fait l'objet d'une étude en microbiologie. C'est très intéressant parce que les fientes de volaille renferment beaucoup de nutriments qui permettent une bonne production maraîchère. Mais le problème, c'est que ces fientes de volaille là, proviennent d'organismes vivants, donc susceptibles de porter des micro-organismes pathogènes. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies avant l'utilisation de ces fientes, qui sont en réalité des déchets de poulets et qui peuvent avoir été infectés pendant leur élevage, eh bien, le consommateur, à la fin de la chaîne, se retrouve en danger. Une fois le diagnostic posé, les biologistes ont apporté des solutions pour une utilisation efficiente des fientes de volaille. Nous avons posé l'état des lieux sur différents sites maraîchers du sud Bénin et nous nous sommes dit il ne faut pas s'arrêter là uniquement, il faut aller au-delà. Nous avons présence de bactéries dans ces différentes fientes-là, il faut aller au-delà. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé simplement les propriétés compétitives de différents micro-organismes pour résoudre le problème. Pour une modernisation de l'agriculture, il faut non seulement la mécanisation, mais la recherche et ses différentes branches. La microbiologie est aujourd'hui l'une de ces branches au service du développement agricole. Et voilà qui plante donc le décor de ce premier plateau, le monde agricole. On pensait qu'elle ne s'utilisait qu'en médecine. Les agronomes s'en servent aussi. Donc il s'agit de la microbiologie qui sera au cœur de nos échanges avec Estelle Pazou à ma gauche et son invité à ma droite. En tout cas, vous faites face. Docteur Anissé Dassou, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le grand rendez-vous. C'est un plaisir pour moi. Alors, nous allons parler donc de la microbiologie. Je rappelle que vous êtes un agroécologiste. Je vous laisse en compagnie de Estelle Pazou. Estelle. Bonsoir, Karamat. Oui, bonsoir. Comme vous l'avez dit, la microbiologie s'applique à plusieurs autres domaines comme l'environnement, la biotechnologie. Mais aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à la microbiologie et l'agriculture. Alors, monsieur Anissé Dassou, quel est le rôle, sinon l'apport de la microbiologie dans l'agriculture? Vous savez, la microbiologie est la science qui étudie les micro-organismes. Et plusieurs de ces micro-organismes se trouvent dans le sol. Et ces micro-organismes sont constitués de bactéries, de champignons, des actinomycètes qui contribuent à la fertilisation du sol. Comment ces micro-organismes contribuent à la fertilisation du sol? Ces micro-organismes favorisent la décomposition des matières organiques en matières minérales. Et ce sont ces matières minérales que la plante utilise pour son développement. Donc c'est le rôle de la microbiologie en agriculture. Alors parmi les études, il y a eu celle de la fiente de volaille. Qu'en est-il exactement? Oui, les fientes de volaille sont des excréments produits par les volailles pondeuses. Et dans ces fientes, il se trouve des bactéries, des champignons et des actinomycètes qui sont des micro-organismes. Et ces fientes sont souvent produites sous différentes formes. Ça peut être en fosse profonde ou soit sur tapis à l'air libre ou bien sous des hangars. Donc ce sont les producteurs qui arrivent à le faire et ces fientes sont utilisées pour améliorer la fertilisation du sol en agriculture. Mais dans le reportage que nous avons suivi, il y a des micro-organismes qui seraient nuisibles à l'homme. Et quels ont été les résultats? Actuellement, dans notre laboratoire, nous ne faisons pas de recherches sur ces micro-organismes qui
sont nuisibles à l'homme, mais à partir du reportage, je viens de constater qu'il y a des études qui se font et qu'ils arrivent à identifier ces micro-organismes pour pouvoir les enlever de ces fientes de volaille pour ne pas nuire à l'homme. Et comment les travaux en laboratoire peuvent favoriser l'agriculture écologique? Plusieurs études en laboratoire se réalisent en agroécologie. Par exemple, de mon côté, je suis en train de travailler sur les ennemis naturels des ravageurs. Et grâce à cette étude, nous allons conseiller aux producteurs de ne plus utiliser les produits chimiques qui causent beaucoup de dégâts pour l'environnement et la santé de l'homme. Et comme ennemi naturel des ravageurs, un exemple? Oui, vous savez que dans un agroécosystème, il y a plusieurs insectes. Il y en a qui sont nuisibles à la plante et d'autres qui profitent à l'homme. Et ces insectes qui profitent sont souvent les araignées et sont souvent les coccinelles ou les forficules. Et arthropodes, il y a aussi les araignées qui consomment les insectes ravageurs. Et ces insectes sont donc bénéfiques à l'environnement puisque ces insectes consomment les ravageurs qui causent de dégâts sur les cultures. Monsieur Dassou, j'ai une petite question pour vous. Vous savez, on tend beaucoup plus aujourd'hui vers une agriculture intégrée, c'est-à-dire sur une exploitation. Il y a déjà l'agriculteur qui a tout de l'élevage. Il peut avoir de la fiente et la fiente qui va le servir donc pour alimenter, n'est-ce pas, ses cultures maraîchères et autres. Dites-nous, est-ce que l'agriculteur, sans forcément passer par le laboratoire, est-ce qu'il peut certifier de la qualité d'une fiente ou pas? Non. L'agriculteur actuellement ne peut pas se passer des recherches de laboratoire, puisque avec ces recherches, nous arrivons à faire sortir des nouvelles technologies qui profitent à l'agriculteur. Et par exemple, lorsque nous prenons le cas des micro-organismes qui sont nuisibles à l'homme, et vous voyez que l'agriculteur lui-même ne peut pas identifier ces micro-organismes. Donc c'est grâce à il faut forcément par la recherche. Laboratoire. Oui. Alors quand vous avez fait ces recherches, quand vous dans les laboratoires vous faites les recherches par rapport à telle ou telle autre culture, les résultats finalement, qu'est-ce que vous en faites? Et à partir des résultats, nous faisons souvent la sensibilisation des producteurs sur les nouvelles technologies développées au laboratoire, et aussi nous faisons des formations des producteurs. On les forme sur ces nouvelles technologies développées à partir de la recherche. Est-ce que sur le terrain, ils sont réceptifs? Oui. Oui, c'est souvent difficile pour les chercheurs de convaincre les producteurs parce qu'ils sont habitués depuis des années à des pratiques agricoles qu'ils ont maîtrisées depuis des années. Et c'est difficile. Des connaissances empiriques, hein, oui, ils tiennent ça de leurs parents et ainsi de suite, de génération en génération. Exactement. Et c'est difficile pour eux donc de se débarrasser de ces pratiques agricoles que nous jugeons par moments non adaptées à la recherche. Mais les paysans, parfois, ils se plaignent du fait que les résultats des recherches ne leur sont pas accessibles. Moi, j'ai côtoyé pas mal de producteurs et ils se plaignent de ce fait-là. Oui, dans ce cas, je vous ai dit que nous faisons des formations aux producteurs, mais il faut des financements pour le faire. Et donc, c'est ça qui fait que nous ne sommes pas réguliers avec eux. Parce que si nous n'avons pas les financements, on ne pourra pas organiser donc, des formations pour les producteurs. Donc, la recherche de projets, la recherche de financement plutôt pour les projets n'est souvent pas facile pour nous, chercheurs d'abord. Et c'est ça qui fait que, bon, par moment, on n'arrive pas à toucher vraiment les producteurs dans ce sens. Et ils se plaignent aussi, Estelle Pazou, du fait que ça ne se fait qu'en français. Et puisque vous savez aujourd'hui que nos agriculteurs, ils sont pour la plupart des analphabètes et tout. Tout le monde n'arrive pas à lire. Voilà, tout le monde n'arrive pas à lire. Donc du coup, ils se sentent un peu éloignés de ces réalités du laboratoire.
Oui, c'est vrai. Mais actuellement, il y a les radios locales qui nous aident beaucoup dans ce sens. Et tout le temps, nous travaillons avec les journalistes des radios locales pour passer les informations aux producteurs. Alors, quels sont déjà les produits, sinon les cultures spécifiques qui ont bénéficié ou bien qui ont été objets de recherche dans vos laboratoires? Il y a l'IAM. Et sur l'IAM, nous arrivons à développer des variétés, des variétés améliorées pour une production de qualité. Et également, nous travaillons sur le bananier. Et tout récemment, nous avons fait une étude sur la diversité des bananiers qui existent au Bénin afin d'identifier les variétés qui donnent de meilleurs rendements. Et ensuite, après ça, nous allons commencer par faire la production de semences de ces bananiers pour les mettre à la disposition des producteurs. Et quand vous parlez d'IAM, d'une récolte conséquente d'IAM, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Vous savez qu'il y a plusieurs variétés d'IAM. Et parmi ces variétés, il y en a qui donnent de bons rendements, c'est-à-dire en termes de productivité, et il y a aussi la qualité. Et en termes de cycle de production aussi. En termes de cycle de production. Et par rapport aux études, nous arrivons à faire sortir des variétés améliorées qui peuvent avoir ces caractéristiques que je viens de citer. Il y a un exemple de variété? Il y a la variété Labocco que vous connaissez. Qui est tant prisée, hein? Oui. Le Labocco qui est vraiment prisé par les populations. Oui. Donc, avec la variété Labocco et la variété Niedou, nous sommes en train de faire des croisements pour pouvoir faire sortir des variétés améliorées et qui peuvent avoir les caractéristiques des variétés de Labocco et des variétés de Niedou. Vous savez, les variétés Niedou donnent de gros tubercules, alors que la variété Labocco est bien sucrée et bon pour ignampilé. Et quand on fait le croisement de ces deux variétés, on peut avoir des variétés d'igname qui vont posséder les caractéristiques de ces deux variétés. Voilà. Et après l'igname, vous avez parlé de bananier. Le bananier. En fait, moi, j'ai fait mon doctorat sur le bananier au Cameroun et en France. Donc, j'avais fait le terrain au Cameroun et mes études en France. Et à partir de là, j'avais pris des contacts avec le Centre africain de recherche sur les bananiers et plantains au Cameroun. Et j'étais allé encore me faire former sur la production de semences. C'est mon patron qui m'a envoyé, le professeur Alexandre Dancy, pour cette formation. Et après ça, on a installé dans notre université des systèmes de production des semences de bananiers par la technique PICF qui permet d'avoir plusieurs plantules de bananiers à partir d'un seul pied de bananier. À partir d'un seul pied de bananier, on peut avoir jusqu'à 20 ou 30 plantules de bananiers. Donc vous voyez que le nombre est vraiment important. Ça fait environ combien de régimes de bananes? Non, un bananier donne un régime. Dans d'autres cas, on peut en avoir deux. Mais un bananier donne un seul régime. Donc vous voyez, avec un seul bananier, on peut avoir jusqu'à 20 régimes. Monsieur Dasso, je suis tentée de vous demander, mais pourquoi cette penchée sur le bananier? Pourquoi pas autre chose? C'est-à-dire que le bananier est une culture d'avenir vraiment qui pourra aider à accroître les... Vous voyez, quand on circule un peu à Cotonou, les bananes qui sont souvent vendues au bord des voies sont des bananes importées. Or, le Bénin a vraiment le potentiel pour pouvoir produire. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation où il n'y a pas assez de bananes au Bénin? C'est parce que les producteurs n'ont pas souvent des semences de bananiers, des semences pour pouvoir les mettre sur des états. Dans ce cas, il faudrait appuyer un peu les producteurs. C'est ce qui nous a amené à travailler sur le bananier pour pouvoir produire les semences
et aider les producteurs. Donc désormais, les semences existent. Désormais, les semences sur le territoire béninois. Oui. Et puis, donc... Et on espère qu'après l'igname, la banane, peut-être le maïs, le sorgho, oui, plusieurs autres variétés qui vont aider à rentabiliser exactement. la production. J'ai des collègues qui travaillent sur le sorgho et le mil et le maïs également. Ok. On espère aussi que les résultats seront vulgarisés dans plusieurs langues. Oui, oui, surtout, hein, il le faut. Oui. Il le faut surtout. Merci beaucoup. En tout cas, on aura compris assez de vous sur la microbiologie donc, et de son impact sur une agriculture saine et écologique. C'était donc avec nous le docteur Anissé Dassou, reçu par Estelle Pazou, que nous remercions. Merci. Voilà, après le monde agricole, nous allons donc passer à l'ESPER. Et bien voilà, nous sommes avec l'ESPER, Monsieur Alex Balogun, coach en développement personnel. Et aujourd'hui, c'est pour nous armer mentalement. Qu'est-ce qu'il faut pour booster nos performances? Qu'est-ce qu'il faut pour donner le meilleur de nous-mêmes et pouvoir tutoyer la cime? Je crois que c'est pour ça que vous êtes avec nous encore aujourd'hui. Ouais. Monsieur Balogun, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, est-ce que tout le monde doit vraiment réussir, tout le monde est fait pour réussir et est-ce que tout le monde s'y met vraiment? Oui, merci beaucoup. Tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne va pas réussir. Pourquoi? On a tous la capacité de réussir, mais on n'a pas la mentalité pour la réussite. Il est ces deux choses différentes. La capacité et la mentalité. Oui, la capacité, c'est le pouvoir de réussir. Et notre Créateur a déposé en chacun de nous cette capacité. Mais en ce qui concerne la mentalité, ce qui veut dire ma manière de réfléchir, mon approche vers la vie, mes perspectives, tout ça, si je n'ai pas la mentalité de la réussite, peu importe là où je suis, peu importe ce que je fais, je ne vais jamais réussir. Et c'est quoi cette mentalité-là? En quoi se résume-t-elle concrètement la mentalité d'un gagnant, de quelqu'un qui veut réussir et qui réussit finalement? Ok. Notre résultat dans la vie est le produit de notre mentalité. Donc, la manière dont nous pensons, c'est ce qui détermine ce que nous réalisons comme résultat dans notre vie maritale ou conjugale, dans notre vie professionnelle, y compris aussi financièrement. Maintenant, lorsqu'un enfant est né au Bénin, et il est béninois, il est né dans un environnement béninois, est-ce qu'il parlera le chinois? Pas du tout. Pas du tout, très bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant est né, il est né innocent, vide, donc il prend tout ce qui est autour de lui, donc c'est ce qu'il a reçu qu'il doit dire. Donc si les gens parlaient le français, autour de lui, il parlera le français et le fond. Il ne parle pas le chinois parce que personne ne parlait le chinois à côté de lui. C'est la même chose avec la réussite. Donc si vous êtes né dans un environnement où l'échec domine, oui, la pauvreté domine, c'est exactement ce que vous allez aussi donner. Alors, comment vous expliquez le fait que certains talents vraiment sortent des familles démunies? Comment vous expliquez ce phénomène? Très bien. Si à un moment donné, c'est que la personne a pu se faire reprogrammer. Parce que, vous savez, on a notre conscient, le conscient et aussi le sous-conscient. Très bien. Maintenant, notre sous-conscient, c'est ce qui enregistre tout ce qui est autour de nous, notre environnement. L'échec, la pauvreté, l'impossibilité, il enregistre tout ça. Et plus de 80% de votre décision sont prises par votre sous-conscient. Ce qui fait que la qualité de votre décision provient de ce que vous avez enregistré dans votre sous-conscient. Maintenant, si ce qui est enregistré en moi, ou dedans, au fond de moi, c'est l'échec, c'est ce que je vais toujours produire. Je ne pourrai pas réussir tant que le programme n'est pas changé. Imagine que je prends un PC où on n'a pas installé un logiciel de montage. Et je saisis, je cherche le logiciel de montage, je ne trouve pas. Il faut forcément installer avant que je puisse travailler avec ce logiciel. Donc, si le système aussi, ou le logiciel de la réussite n'est pas installé en nous, on peut tout faire, mais on ne va jamais réussir. Donc, l'environnement nous conditionne. Donc, nous,
acceptons et nous prenons tout ce que l'environnement nous donne et c'est exactement ce que nous allons reproduire. Ça veut dire quoi, tout simplement, Monsieur Balogun? Ça veut dire, chers amis, pour vous qui nous suivez en ce moment, que chacun a le devoir donc de se retrouver, enfin, ou de se créer ce petit monde autour de lui, mais qui est positif à chaque fois, qui réussit. Ce qui va le reprogrammer et changer ce qui a été enregistré depuis sa naissance. Mais Monsieur Balogun, est-ce qu'on change son cadre de vie? Est-ce qu'on peut changer sa famille? Est-ce qu'on peut changer son milieu professionnel? Ouais. On peut être incapable de changer de façon physique, mais on peut changer à l'intérieur. Et qu'est-ce que je dois faire? Trouver des enseignements ou des enseignements, aller à des conférences, lire des bouquins, des choses qui vont me reprogrammer. Imaginez deux jeunes qui vont à un entretien, à Diamond Bank par exemple, ou à une grande banque, et le riche, lui l'enfant d'un riche vient, il est assis confortablement, il est à l'aise, il n'est pas, parce qu'il n'y a pas de différence, vous voyez. Donc, et on le regarde par la caméra, on voit qu'il est dans son bain. Mais le pauvre vient, il fait attention, il ne veut pas casser les choses. Et on dit, celui-ci, sûrement, il n'est pas à l'aise ici. Donc, ce n'est pas son monde. Il a déjà raté le boulot. Parce qu'il est retrouvé dans un autre environnement où il est incapable de maîtriser. C'est de la même manière, si nous ne nous reprogrammons pas, si nous ne changeons pas le système qui a été installé quand nous étions en train de grandir, on ne va jamais réussir. Et à partir de quel moment on peut déjà procéder? Si entre-temps, on a déjà fait cette petite analyse, ce petit constat du fait que il y a quelque chose à mon niveau qu'il faut vraiment changer, si c'est l'environnement, si c'est les amitiés. Et c'est ça encore le problème. Oui. On n'identifie pas la plupart du temps. On est là et on pense que ce que tu appelles normal, ce que l'homme appelle normal, c'est ce qu'il a toujours vu. Ah oui. Oui. Donc, il y a des choses qui sont normalement normales, mais parce que lui n'a jamais vu, c'est ce qu'il a vu qu'il appelle normal. Donc, alors, ça veut dire que, oui. Je prends un exemple. Allez-y. En Afrique, on voit des gens, quelqu'un juste, il a envie d'uriner, et puis il trouve un coin et puis il se met à l'aise. Et on mange, on jette le papier pâté. Les emballages. Maintenant, regarde. Est-ce que quelqu'un qui va à Dubaï, un Béninois ou un Africain qui va à Dubaï, il ne peut pas faire ça? Jamais. À cause de l'environnement. Le cadre ne lui permet pas de le faire. Très bien. Donc, la même personne, mais parce qu'il est dans un autre environnement où l'environnement est différent, il commence par se reprogrammer. Et quand il va revenir en Afrique, il va dire non, c'est pas bon, ne jetez pas. Pourquoi c'est comme ça? Il trouvait ça normal en Afrique. Mais quand il a quitté l'Afrique, ce n'est plus normal. Donc, c'est la même chose avec notre vie professionnelle. Ce que vous gagnez aujourd'hui est en fonction du système qui est installé en vous. Wow. Si vous voulez gagner, si vous gagnez 1 million le mois, 500 000 le mois, c'est en fonction du système. Si le système n'est pas amélioré, ce que vous gagnez ne peut pas s'améliorer. Donc, comme tu posais la question, à un moment donné, à un moment T, il faut prendre la décision d'identifier ces choses qui vous empêchent d'évoluer, les choses que vous avez enregistrées. Oui, et ce que j'allais vous demander, même M. Balogun, c'est déjà à partir de quel moment de sa vie, à partir de quel âge, on peut le dire ainsi, on peut déjà commencer par faire cette analyse de son parcours et déjà prendre des décisions, alors là, de vraies décisions qui vont impacter le reste du chemin. Surtout quand les résultats se répètent. Il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a un programme qui fonctionne. Quand vous voyez que c'est les mêmes résultats chaque fois, dans votre vie amoureuse, c'est les mêmes résultats, les mêmes problèmes se reviennent. Dans votre vie professionnelle, vous êtes au même niveau depuis des années. Dans votre vie financière, c'est le même revenu. Sur tous les plans. Donc, sur tous les plans. Ça affecte tous les aspects de notre vie. Vous voyez une femme qui s'est divorcée 3 fois, les hommes n'ont pas de problème. Il y a un problème à votre niveau. Ah non, là, M. Balogun, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Oui. C'est pas toujours ça. Oui, c'est ce que vous pensez. Bon, enfin, on ne va pas en faire... C'est un programme qui est installé. Et si vous ne changez pas le programme, votre vie ne changera pas. Vous devez, à un moment donné, prendre la décision de vérifier quels sont les résultats qui se répètent. On peut le faire à n'importe quel moment donc, de la vie. Hein? Oui, mais à n'importe quel moment de la vie, à 15 ans, à 17 ans, mais c'est dommage. Et il n'est jamais trop tard, c'est-à-dire même à 55 ans, à 60 ans, on peut toujours... On peut toujours, mais le résultat, ce que vous allez produire n'est plus la même chose. Parce que si vous avez vite compris, quelqu'un dit par exemple, on ne peut pas créer une entreprise au Bénin, c'est pas possible, ça n'a pas marché. Vous voyez, il n'a jamais créé. Mais il a dit ça en fonction de quoi? Ce qu'il a entendu. Parce que les gens disent ça. Donc, lui n'a jamais créé, il n'a jamais essayé.
Vous voyez? Donc, parce qu'il a entendu que c'est impossible. Il a enregistré. Il a enregistré. Et puisque lui-même déjà, il est défaitiste, il ne voit pas les choses dans le bon sens. Et donc, son sous-conscient, il a développé. à chaque fois, même quand il a une idée de dire « je vais créer », le sous-conscient lui rappelle que c'est pas possible. Tu ne peux pas créer. Donc il est limité. Il faut toujours dépasser. Oui, et il reprogrammait ce qui est enregistré en vous. Par exemple, je donne un exemple. Si tous les matins vous vous réveillez et vous dites je suis une bonne personne, je suis intelligent, je suis brillant, j'avance, l'argent me parvient facilement, de façon progressive, je suis riche, mon argent viendra. Ces genres de déclarations vous affectent et affectent parce qu'elles vont directement dans votre sous-conscient. Je donne le processus. Allez-y. Ça commence par une idée ou une information. Après l'information, c'est la pensée. Parce que ce que vous avez reçu, vous allez penser. Après la pensée, c'est l'action. Après l'action, ça devient des habitudes. Après des habitudes, ça devient une attitude. Après votre attitude, ça devient maintenant un destin. Waouh. C'est donc, ça comme le processus. Quoi, le destin, il se conçoit. Oui. Donc, à partir de l'information que vous recevez. Donc, si la source, c'est l'information, je dois repartir vers la source et changer l'information. Monsieur Balogun, mais quand vous parlez de reprogrammation, c'est tellement facile de le dire, comme quoi, voilà, le monde qui vous entoure, il est tellement négatif, mais vous, vous êtes appelé à réussir, donc vous reprogrammez, mais ça appelle des moyens, hein? Ça fait appel à des moyens financiers, matériels. Ça, c'est encore un programme. Oui. Ça c'est encore un programme. Penser qu'il me faut des moyens pour me reprogrammer, c'est un faux programme aussi. Ah oui, hein? Oui. On n'a pas forcément besoin de l'argent ou de beaucoup d'argent. Par exemple, j'identifie un ami qui est toujours positif. Et je décide d'être son ami, de le fréquenter. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Je n'ai rien dépensé. Si ce que j'ai fait, c'est de me rapprocher de cette personne. S'il y a des amis que vous connaissez, à chaque fois qui viennent vers vous, vraiment, on est fatigué, hein, ce pays-là. Ah non, il ne faut surtout pas les côtoyer, hein, ces genres de personnes-là. Ce sont des personnes qui vous envoient des ondes négatives. Ah ouais, il faut les éviter au maximum. Très bien. Et parce qu'ils répètent la même chose chaque fois, vous êtes programmé. Mais quand vous êtes habitué à quelqu'un qui dit waouh, enfin demain, moi je dois réussir, demain je dois être à tel niveau où je crois, à force de croire, ça devient une habitude, attitude, destin. Donc vous êtes reprogrammé et vous pouvez maintenant changer le résultat. Wow. Quand j'imprime quelque chose et puis je vois qu'il y a une faute, je corrige sur ce que j'ai imprimé, sur l'imprimé, et je réimprime. Je corrige encore, je vois qu'il y a l'erreur, je corrige sur ce que j'ai imprimé, sur l'imprimé, et je corrige et j'imprime encore. Je ne peux pas avoir de correction. Je dois aller changer ça sur l'ordinateur. Ça veut dire quoi? Nos actions ne sont pas le problème. Nos actions sont le résultat de l'information que nous avons reçue, de nos pensées. Donc, ce que nous avons comme résultat dans la vie, ce n'est pas en fonction du pays, mais plutôt en fonction de ce que nous avons dans la tête. Ah, chers amis, vous avez compris, hein, le problème, c'est d'abord soi-même. Oui, c'est à l'intérieur et on doit se reprogrammer. Deux personnes peuvent commencer une activité et les deux n'auront pas ils n'auront pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même mentalité. On a tellement de temps à gagner avec vous, Monsieur Alex Balogun, et rassurez-vous, hein, ce n'est pas votre dernier plateau, en tout cas sur cette chaîne de développement, puisque nous parlons essentiellement de développement, et vous êtes un coach en développement personnel. Vous serez sollicité par l'équipe de BB24 pour ces genres d'entretien. On en a besoin, même nous aussi, hein, agents. Alors, on retient finalement quoi comme conclusion? Quel est le mental en une phrase? Quel est le mental qu'il faut pour réussir? Une phrase. Oui. En une phrase. En une phrase, c'est difficile, mais je vais essayer. Le mental qu'il faut pour réussir, c'est ceci. Ne vous dites pas que c'est impossible tant que vous n'avez pas encore essayé plusieurs fois. Ne vous dites pas que c'est impossible quand vous n'avez pas encore essayé plusieurs fois. Et c'est sur cette phrase que nous disons merci à Monsieur Alex Balogun. C'était donc l'expert de ce 22 janvier 2018. On passe à nature et bien-être.
Nature et bien-être, Amandine Anyambosu aujourd'hui pour nous parler donc d'une biosphère. C'est une réserve qui est située du côté du département du Mono. Quels sont les objectifs donc de la création de cette réserve naturelle? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, mais pas avant ceci. Situé dans 2 pays ouest-africains, le Bénin et le Togo, le delta du Mono forme une diversité d'écosystèmes uniques, comprenant mangroves, forêts, lacs et mares. Ces écosystèmes sont à la base de valeurs importantes telles que l'approvisionnement en eau, en bois, la sécurité alimentaire et la biodiversité représentée par des espèces phares reconnues d'importance internationale. L'état de la conservation des ressources naturelles est préoccupant. Au lac Toro, par exemple, les populations riveraines qui vivent majoritairement de la pêche utilisent des filets de trop petite maille. Ceci cause une diminution du stock de poissons adultes qui constitue pourtant une importante base de subsistance aux populations. Au Togo comme au Bénin, l'expansion des terres agricoles, l'extraction abusive des ressources naturelles et le non-respect des règles de gestion traditionnelles menacent la biodiversité de la région et la sécurité alimentaire des près de 900 000 riverains du fleuve Mono. Pour faire face à cette situation, les gouvernements du Bénin et du Togo ont uni leurs forces pour mettre en place une réserve de biosphère transfrontière. Le Bénin et le Togo sont tous deux signataires de la Convention sur la diversité biologique ainsi que son plan stratégique pour les années 2011 à 2020. Dans ce cadre, ils se sont engagés à maintenir en état leurs aires protégées et à en élargir la surface afin de mieux préserver la biodiversité. En 2014, les ministres en charge de l'environnement, au Togo comme au Bénin, ont formellement lancé le processus de mise en place de la réserve. Environ 3 ans plus tard, la réserve de biosphère transfrontière du Mono était officiellement intégrée par l'UNESCO dans son réseau appelé l'Homme et la biosphère. Un très beau cadre. En tout cas, moi, j'adore quand la nature s'exprime, où les hommes et les animaux ne parlent qu'un seul langage, harmonie. Monsieur Josia Boutrenou, vous êtes directeur d'une ONG Nature Tropicale. Vous êtes un des nôtres sur cette chaîne de télévision. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, madame. Amandine Anyambosu. Karamata Batao, bonsoir, mesdames, messieurs. Comment vous portez? Ça va bien. Ce début de semaine. De vous retrouver ce lundi. Alors, on y va donc avec monsieur Boutrenou qui va donc nous parler des objectifs d'une telle réserve. Voilà, nous allons parler cette semaine de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Et ce soir, nous allons aborder les raisons qui sous-tendent la création de cette réserve. Monsieur José Adosso Broudirenou, bonsoir. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous déjà ce que c'est qu'une réserve de biosphère. Oui, une réserve de biosphère, il faut comprendre simplement que nous avons la Convention sur la diversité biologique qui met l'accent d'abord sur la conservation. Et souvent, quand on parle de conservation ou de sauvegarde, ça fait peur. Certains vont demander, mais pourquoi on va conserver alors que l'homme a besoin de manger? Cette Convention sur la diversité biologique, dans son objectif, parle aussi de l'utilisation, mais il a ajouté durable. Ça veut dire qu'on a parlé de conservation, l'utilisation durable. Mais il y a un troisième aspect, c'est le partage des bénéfices. Voilà les 3 aspects qu'on peut comprendre au niveau de la Convention sur la diversité biologique. Et ces dernières années, les phénomènes
qui se développe en ce qui concerne les menaces sur les ressources et autres, je crois que les scientifiques ont travaillé et on a vu que l'homme est à l'origine des problèmes, mais l'homme doit être la solution. Et la solution est où? La solution est dans la nature. Parler de réserve, de biosphère, c'est que l'homme, on reconnaît déjà que l'homme est déjà là, en train d'exploiter la ressource. Mais comment l'homme peut utiliser cette ressource durablement, tout en conservant, mais aussi en tirant profit, pour que ce profit soit équitablement partagé. Comme ça, on retrouve la définition de la réserve de biosphère. C'est un espace qui est mis en défense, où il y a des règles autour, mais qui tient toujours compte de l'homme. Parce que l'homme pense toujours, c'est au détriment de moi qu'on dit qu'on a créé un parc. Ou non, ce n'est pas au détriment de l'homme, mais c'est qu'on veut amener l'homme à utiliser durablement ses ressources et aussi, s'il en tire profit, qu'il n'aille pas investir ailleurs. Sinon, la ressource va finir et quand la ressource finit, et je crois que c'est en ce moment qu'on se rend compte que... Et quels sont alors les objectifs d'une réserve de biosphère? Et les objectifs, quand nous prenons notre cas, c'est pratiquement la même chose un peu partout. Avoir le label de l'UNESCO en créant une réserve, c'est que c'est la gestion participative et durable des ressources du terroir. Ça veut dire que nos pays, comme on parle de réserve transfrontière, le Bénin et le Togo se sont engagés. Vous savez, et depuis avant la colonisation, que des colons ont aidé à mettre en défense quelques espaces. Nous pouvons citer au Bénin, par exemple, le parc Pandjari, par exemple, ou le parc W. C'est les colons qui ont mis ça en place. Mais ces ressources appartenaient à qui? Ou appartiennent à qui? Appartiennent aux Béninois. Mais c'est des gens qui nous ont aidés à mettre ces choses en défense. Si nous revenons un peu partout dans le sud Bénin, nous allons parler des forêts sacrées. Qui les a mis en défense? C'est nos parents, nos aïeux, parce que ça représentait quelque chose pour eux. Peut-être, quand vous allez dans la vallée de Lomé, par exemple, on parle de Bas-Maison, allez voir l'histoire. Les premiers habitants de la vallée de Lomé ont trouvé une île où, pendant la crue, l'eau ne vient pas à cet endroit. Ils se sont réfugiés sur cette île et c'est plus tard devenu. C'est de là qu'ils ont pu coloniser la vallée de Lomé, tout en luttant contre les envahisseurs. Ou bien ils ont fui quelque part, ils sont venus là, mais ils ont constitué leur base à partir de là. Mais après leur départ, c'est devenu quoi? C'est devenu une forêt sacrée. Ça veut dire que chaque habitat sacré constitue une source pour la biodiversité. Et pourquoi le Bénin a senti alors le besoin de créer ce genre de réserve? Vous savez, le Bénin a pris beaucoup d'engagements au niveau international. Par exemple, on demande que nous avons le congrès international des parcs au niveau mondial. On a constaté que les solutions que nous avons aujourd'hui, les problèmes que nous avons aujourd'hui, les solutions ne viendront que de la nature. Et là, on recommande à chaque pays d'avoir des habitats préservés. Vous savez que c'est de ces habitats préservés que nous aurons les solutions à nos problèmes. Et pour cette raison, il faut trouver des règles pour pouvoir mettre en défense, quel que soit, vous savez, même sur le plan moderne, quand on fait lotissement dans une zone, on fait des réserves administratives. Malheureusement, au Bénin, quand on fait les réserves administratives, on dit c'est pour construire les hôpitaux, pour construire les institutions de la République. Mais jamais on ne construit pas ce qui est l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quand vous réservez de la place pour la nature, vous tirez beaucoup pour votre santé. Monsieur Baudrenou, et ce genre d'initiative d'initiatives plutôt, il y en a combien au Bénin? Et comme je disais tout à l'heure, à part ce que le colon avait fait, il n'y en avait plus rien. Je dirais même, pour ceux qui n'aiment pas l'entendre, c'est qu'on nous a aidé même à créer, à avoir des forêts classées, mais qui ont été déclassées à cause de l'homme. Même les forêts sacrées. Les forêts sacrées, avec l'expansion de la religion, où on met des mauvais esprits partout, les forêts classées ont commencé par être désacralisées. Mais depuis un certain temps, avec l'appui de certains partenaires, je crois qu'un processus a été engagé pour que les forêts sacrées soient intégrées dans le patrimoine des aires protégées du Bénin. Et ici maintenant, ça a été fait avec la Direction générale des forêts en son temps, avec la FAO, le PNUD et autres. Ce processus a bien évolué. Mais ici, pour la réserve de biosphère transfrontière entre le Bénin et le Togo, c'est avec l'appui de la coopération
comment on appelle allemande, la GIZ et la coopération néerlandaise. On va revenir tout à l'heure sur le processus qui a conduit à la création de cette réserve. Monsieur Boudranou Josia, restez avec nous on revient à vous donc pour la suite de cet entretien, mais permettez-nous de suivre le journal le 1945 avec Nadège Soni. Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous sur cette tranche d'informations sur BB24. Voici les titres de ce journal. Un ouvrage sur le nouveau code foncier et domanial est désormais disponible en République du Bénin. Son auteur, Xavier Zola, expert foncier, l'ouvrage a été lancé samedi dernier à Cotonou. Malgré le fort potentiel agricole et les zones écologiques dont dispose le Bénin, les jeunes ont du mal à investir dans la terre. Qu'est-ce qui explique ce faible attrait pour la terre? Élément de réponse dans cette édition. Les enfants de plus en plus touchés par les problèmes liés à la vision ou encore à l'audition. En prévention, un dépistage gratuit a été organisé pour les élèves de l'EPP de Bégamé. Bonsoir. Un ouvrage pour tout savoir sur le nouveau code foncier et domanial en République du Bénin. Le chef-d'œuvre est d'un jeune expert foncier. L'ouvrage lancé samedi dernier fait le tour de l'emblématique sujet des litiges domaniaux et des dispositions à prendre pour les éviter. Compte rendu, Jules Akweikou, Roch Aurélien Akweinou. Maison à vendre. Que vient contredire un autre, maison à ne pas vendre, est le premier plus dissuasif dessin à l'appui, danger de mort. Une première de couverture qui semble tout dire en peu de mots et d'images. Réforme foncière au Bénin pour vous et moi. Pour vous et moi, comme pour dire que tout le monde est concerné par le sujet. À travers cet ouvrage de 80 pages, l'auteur fait une incursion dans un délicat univers problématique, les litiges domaniaux. L'ouvrage, en 4 chapitres, présente de façon succincte l'essentiel du volumineux code foncier. Nous n'avons pas affaire ici à du copier-coller. Si vous pouvez, en 1 heure ou 2, 3 heures de temps, en une nuit, vous enfermer et lire le bouquin, ce sera vraiment intéressant. Mais vous pouvez aller directement donc à ce qui vous concerne ou concerne peut-être votre dossier que vous aviez déposé quelque part pour acquérir votre titre de propriété sur une parcelle, pour rapidement prendre connaissance, afin que les faux frais que les gens créent ça et là ne vous incombent pas ou ne vous tombent pas sur la tête. Dans un français facile, une démarche pédagogique d'explication et d'interprétation du nouveau code foncier, Xavier Zola veut sortir le propriétaire ou l'acquéreur de parcelles au Bénin de la sous-information préjudicielle à son investissement. J'ai nourri l'ambition et je nourris l'ambition avec cet ouvrage de pouvoir contribuer à éclairer la lanterne du public sur ce qu'est la réforme foncière au Bénin et surtout ses implications pour vous, ses implications pour moi, ses implications pour nous tous. Sans la terre, aucun investissement durable n'est possible. C'est pourquoi l'ouvrage a tout le mérite de contribuer à la sécurisation et à l'économie de la terre. J'ai été au cœur de ces questions à Abomey-Calavis et je comprends que M. Zola ait entrepris de nous aider à mieux comprendre la réforme foncière dans notre pays et à mieux défendre nos droits. Juriste de formation, le jeune expert foncier est en service à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il a participé à la mise en place de régimes fonciers dans plusieurs communes du Bénin. Par cet ouvrage, Xavier Zola apporte, comme ses aînés dans la littérature sur le foncier, une pierre à la construction de l'édifice Zéro litige domanial au Bénin.
L'entrepreneuriat agricole, une arme stratégique pour vaincre l'insécurité alimentaire et les problèmes d'emploi. Malgré le fort potentiel agricole et les zones écologiques dont dispose le Bénin pour inciter les jeunes à s'investir dans la terre, très peu s'y intéressent. Qu'est-ce qui peut expliquer cette indifférence? Élément de réponse dans ce reportage signé Bernold Djogbe, Ronald Robinson. À l'instar de plusieurs pays du continent africain, le Bénin est un réservoir de ressources naturelles propices au développement. Le fort potentiel agricole et les zones agroécologiques de ce petit État de l'Afrique de l'Ouest suscitent l'envie au niveau des terres étrangères, tandis que de jeunes Béninois désœuvrés croulent encore sous le poids du chômage et du sous-emploi. Une aberration qui interpelle un changement de mentalité vis-à-vis de l'agriculture qui confère un avantage comparatif au Bénin. Lorsque les étrangers viennent par ici et vont en tourisme à l'intérieur du pays, ils s'émerveillent et s'étonnent à la fois que le Bénin dispose de tant d'espaces inoccupés. Mis à part la terre, nous avons une bonne pluviométrie, nous avons des cours d'eau, nous avons la deuxième vallée la plus importante de l'Afrique, je veux parler de la vallée de Lomé. Et nous avons aussi les ressources humaines. Il y a au moins 100 000 conducteurs de taxi-moto Zimidjan dans la ville de Cotonou. Alors, lorsqu'on a toutes ces ressources, on doit s'attendre à ce que le pays soit un pays fondamentalement agricole. Pour y arriver, la balle semble être non seulement dans le camp des autorités quant à la mise à disposition des terres arables, mais aussi des jeunes. En effet, l'entrepreneuriat agricole qui devient une arme stratégique pour vaincre l'insécurité alimentaire et les problèmes d'emploi, il est impérieux que les jeunes fassent plus confiance à la terre et s'attachent à elle. Les gens continuent de croire que l'agriculture, c'est une question dédiée aux paysans. De ceux qui ne comprennent pas trop le français, c'est une erreur notoire. Aujourd'hui, nous devons changer le mythe du fonctionnaire à col blanc doit disparaître. Parce que, curieusement, dans le milieu des agriculteurs, on brasse beaucoup d'argent. Mais les gens préfèrent dans un bureau climatisé, en cravate comme moi. Et je vous rassure qu'il n'y a rien derrière la cravate. Malgré ces contraintes, le domaine de l'agrobusiness est un secteur porteur où les débouchés semblent garantis. En effet, l'agroalimentaire produit dans un pays y assure la sécurité alimentaire, surtout quand une politique de consommation locale est adoptée et promue. La pomme de terre est un tubercule vendu dans presque tous les marchés du Bénin. La demande locale est forte, mais l'offre ne suffit pas. Conséquence, l'importation des pommes de terre s'accentue. Mathieu Sokeno et Koudous Abdoulaye sont allés faire le constat. Reportage. Marché de fruits et de légumes, quartier vif de Cotonou. Au nombre des produits au cœur des échanges dans ce marché situé au sud-ouest de la capitale économique du Bénin, ces tubercules de pommes de terre. Nous avons deux qualités de pommes de terre. Par exemple, sa pomme de terre, on appelle ça pomme de terre importée. Ça là, on appelle ça local. Des fois, les prix des pommes de terre, ça varie. Des fois, ça là, le prix des locales, ça augmente des fois. Et l'autre, ça baisse. Des fois, l'importé augmente. Et le prix de local, ça baisse. Les pommes de terre dites locales sont celles importées du Nigeria ou du Burkina Faso. Celles en provenance du Togo sont qualifiées d'importées. En ces temps-ci maintenant, on achète le sac de 25 kg à 16 000 francs le sac. À 16 000 francs le sac. Normalement, nous vendons le kilo à 800 francs. Ne consomme pas les pommes de terre qui veut au Bénin, mais plutôt qui en a les moyens. C'est une tubercule qui est produite très peu au Bénin. Karimama, qui détient le record de la production nationale, a récolté 900 tonnes de pommes de terre en 2012. Une production comparée à une goutte d'eau au regard de la taille du marché béninois. Pour le moment, on n'a pas encore vendu les pommes de terre qui sont produits au Bénin. Bon, même on ne sait pas. Par exemple, ça, là, l'importé, ça vient de Lomé. Les grossistes partent à Lomé pour acheter, pour nous vendre ça. Et nous, on revend ça. Local, c'est au Nigeria, on achète ça.
Nous, on achète ça chez les grossistes. La situation est la même dans les autres marchés de Cotonou. Ici à Ganri, les tubercules de pommes de terre vendus ne sont pas produits au Bénin. L'importé, le kilo à 700. Le local, le kilo à 800. Donc, comparativement, les deux sont pratiquement. Mais au Bénin, les agriculteurs produisent la pomme de terre au Malanville. Il n'y a pas ça suffisamment sur le marché. Il n'y a que l'importé et celui de Nigeria qui est sur le marché. Presque tout le Bénin entier. C'est l'importé et le Nigeria qui couvre. Le souhait de ces revendeuses est que le Bénin puisse en arriver à une production à grande échelle de la pomme de terre, seule condition pour éviter la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. La santé oculaire pour tous, notamment pour les enfants, les médecins s'en préoccupent. Plusieurs ophtalmologues et ORL ont offert un dépistage gratuit aux écoliers de l'école primaire publique de Bégamé mardi dernier. L'objectif était de permettre aux tout-petits de connaître leur état de santé et de prévenir les éventuels risques. Rosemont Tiakbe, Jean-Claude Gibbs. Derrière cette apparence de bien-être de l'élève Gracias se cache un problème oculaire. Et comme lui, ils sont nombreux à avoir reçu une note qui demande aux parents de les référer chez un ophtalmologue. C'est à la faveur du dépistage gratuit, une action sociale en prélude au 3e congrès de la Société médicale Tête et Cou Sometec. Nous avons fait un dépistage des amétropies, c'est-à-dire des affections oculaires qu'on peut corriger. Au cours de ces 2 jours, nous avons pu examiner ou dépister 300 élèves environ, chez qui nous avons constaté que beaucoup parmi eux ont des difficultés pour voir de loin. Donc, ce qui fait que parfois, ils ne voient pas ce qui est écrit au tableau. En dehors de la métropie, nous avons aussi détecté certaines pathologies allergiques, dont la limboconjonctivite endémique des tropiques. Il est souhaitable que les enfants fassent nécessairement une consultation en âge préscolaire, afin de pouvoir quand même garantir une meilleure scolarité. À 2 pas des ophtalmologues, nous sommes dans l'univers des otorhinolaryngologistes. Ici, la santé des oreilles préoccupe ces spécialistes. À travers un jeu de questions-réponses et des audiométries, l'état de cet organe est apprécié chez les enfants. Si ça sonne dans l'oreille, si c'est l'oreille droite, tu soulèves le bras droit. Pratiquement les 3 quarts des enfants qui ont été vus présentent quand même des cérumen importants qui vont agir sur leur audition. Il y a lieu de surveiller les enfants, de vérifier leur audition très souvent. Et puis d'autres qui ont une otite, il va falloir traiter l'otite. Il y en a aussi qui présentaient des corps étrangers qui étaient méconnus. Donc il va falloir les extraire. Vous savez, les enfants sont là, on a constaté, nous n'avons pas de centre à côté. Donc quand ils sont arrivés, c'est un plaisir pour nous, c'est une opportunité qu'on a vite saisi. On invite maintenant les parents dont les enfants sont malades, on les sensibilise, on les informe et pour qu'ils prennent dès maintenant leur disposition. Bien voir, bien entendre ou encore bien respirer demande qu'on prenne soin de chaque organe responsable, mais sous le contrôle des professionnels de la santé. C'est un nouveau vent qui souffle dans l'enracinement de la démocratie au Libéria. George Weah, le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, a été investi ce lundi à Monrovia pour un mandat de 5 ans. C'était au cours d'une cérémonie empreinte d'une grande solennité. Marcel Arrossi, d'après les sources de l'AFP. Le Libéria vit sa première transition démocratique du pouvoir depuis 1944. La présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, a présidé aujourd'hui la prestation de serment de l'ancienne gloire du football George Weah, vainqueur d'une élection dont le déroulement pacifique a été salué à travers le monde. Ellen Johnson était entrée dans l'histoire en devenant en 2005 la première présidente élue du Libéria et d'Afrique avant d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2011. Après 2 mandats de 6 ans, Mme Sirleaf peut se targuer d'avoir maintenu la paix dans un pays dévasté par des guerres civiles particulièrement atroces, ayant fait quelques 250 000 morts entre 1989 et 2003.
Dès son investiture en 2006, cet économiste est-haut fonctionnaire international et ex-ministre des Finances a entrepris une opération de charme auprès des institutions financières et internationales qui la connaissent bien, ce qui lui a permis en partie d'effacer la dette et d'attirer les investisseurs. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. À bientôt. Merci aussi à vous, Nadège Soni, pour ce 1945. Alors, on revient à notre plateau avant le journal. C'est donc Nature et Bien-être, Amandine Anyambossou avec Monsieur Dossou Boudrenou Joséa, c'est bien ça. Oui. Alors, dites-nous, on parlait donc de la réserve de biosphère transfrontalière, c'est ça, hein? Transfrontière. Voilà, transfrontière, oui. Je vais y arriver, transfrontière du Mono. C'est une première, en tout cas, en Afrique de l'Ouest. À présent, on va aborder le processus ayant conduit à la création Comment de est-ce que nous en sommes arrivés là? Oui, c'est assez simple. Vous savez, avant, comme je disais, pour les PAC, c'est l'autorité qui décide de tout. Ils voient que, bon, cette zone, on a de la ressource, on a des animaux, on a de belles végétations et autres, il y a des habitats, même si de grandes études n'ont pas été réalisées à ce moment-là, mais quand même, une mesure de prévention était de dire, on ne va pas utiliser ici anarchiquement. C'est ce qui se faisait. C'est comme ça des parcs ont été créés en Afrique pour la plupart, et c'est après qu'on fait des études pour confirmer tout ce qu'on avait pensé. Mais pour la réserve de biosphère, oui. C'est assez différent parce que c'était des zones déjà très occupées. Les ressources sont là, les populations sont là et exploitent. Ça veut dire que, comme on le fait dans les lotissements et autres, on ne vient pas cadrer seulement, on fait un état des lieux. Effectivement, les populations étant déjà là, la ressource est là, on vient faire effectivement l'état des lieux. Il y a eu déjà beaucoup de travaux de recherche qui ont montré que il y a une espèce animale qui se retrouve quelque part, mais qui est menacée. L'habitat n'est pas protégé, mais l'animal est menacé. Vous savez, le sud Bénin a été divisé en deux zones qu'on appelle zone Ramsar. Ça veut dire que les études avaient déjà permis de trouver des habitats clés. Nous avons le site Ramsar 1018 et 1017. Et vous savez, c'est toute la vallée de l'Ouémé, jusqu'à la mer côtière, jusqu'à Sémé, et toute la vallée du Mono. Ça veut dire que de Aplahoué jusqu'à Grand Popo était déjà considéré comme un site Ramsar. Pourquoi? C'est des sites qui accueillent des oiseaux migrateurs pendant certaines saisons de l'année. Et pour protéger ces oiseaux, il faut apporter un peu d'attention à leur habitat. C'est comme ça qu'après des études, l'ABE a aidé le Bénin à ce que ces deux sites soient classés, à avoir le statut de Ramsar. Mais ce n'est pas suffisant. Vous allez sur le terrain, rien n'a pratiquement changé. Les gens continuent à exploiter comme ils veulent, malgré les tests qui existent. Dans le processus de la création de réserves de biosphère, où l'UNESCO met l'accent sur l'homme et son milieu, c'est qu'il fallait revoir cet état des lieux, mais pour des habitats clés. On ne va plus prendre tout le sud de Bénin pour dire c'est protégé. Vous savez que Cotonou, c'est dans la réserve, c'est dans le site Ramsar, 1017, mais, et 1018 plutôt. Ça fait quoi avec l'Ouémé? Vous voyez le fleuve Ouémé descend et l'embouchure c'est à Cotonou. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis Cotonou est sorti du champ? Non, Cotonou n'est pas sorti. Nous sommes dans une réserve, ça veut dire que nos comportements vis-à-vis de la nature, on doit être sensibilisés à utiliser rationnellement. Ce qui ne se fait pas encore. La façon dont j'ai les déchets au Bénin. C'est pour ça, M. Boudrenou, je dis que nous sommes sortis du champ puisque nos habitudes ne cadrent pas avec ce qui devrait être. Petit à petit, je crois qu'on va amener les gens, nous allons nous amener à ce que nos habitudes respectent l'environnement et pour qu'on en tire le maximum. Et vous constatez que la façon dont j'ai les ordures, par exemple, on dépose partout, mais en retour, c'est nous qui consommons les poissons. C'est partout maintenant. Voilà, c'est des choses à corriger. Maintenant, si nous revenons à la réserve de biosphère, dans le processus, on fait un état des lieux, on fait une cartographie de façon participative, c'est-à-dire avec les communautés à la base et autres. Et la GIZ a accompagné le processus en son temps. Ça a duré pratiquement 3 ans. Les communautés ont été associées. Après, les mairies ont été associées. Des ONG qui travaillaient dans ces habitats, par exemple, dans le Mono, par exemple, voilà, Eco Bénin, qui a beaucoup travaillé là-bas, Nature Tropicale aussi avait travaillé. Nous avons AMN, nous avons JVE, plusieurs ONG qui étaient déjà là-bas, se sont impliqués et ont travaillé avec les élus locaux, avec les populations à la base. Surtout les populations. Les populations, pour cartographier les ressources. Et après,
Un processus a été mis en place pour permettre aux gens d'élaborer des conventions locales. Vous voyez, il y a les tests de loi au Bénin qui protègent déjà. Mais ça ne va pas à la base. Voilà. Maintenant, il faut élaborer des conventions locales qui tiennent compte de ces tests. Et ces conventions ont été élaborées et après, des associations ont été créées. Spécifiquement, ce n'est pas des ONG qui viennent pour dire je vais gérer une réserve. Non, avec la mairie, des associations ont été créées avec les communautés locales pour dire voilà comment nous voulons gérer les choses. Des plans d'aménagement ont été réalisés, des plans de gestion. Et tout le processus a été mis en place. Et avec tout cela, ça veut dire que de la base, nous acceptons protéger. Et maintenant, avec le Sénagref, ça veut dire que c'est parti au sommet de l'État. Et du sommet de l'État, c'est aller à l'international. Et pourquoi on parle alors de réserve transfrontière? On parle de réserve transfrontière parce que, au départ, l'idée, c'est de voir le couloir du fleuve Mono. C'est-à-dire que le Mono divise le Bénin et le Togo. Il faut remarquer que du côté Togo, il y a déjà un parc, le parc de Togoudo se retrouve du côté du Togo, où on a même des buffles, on a beaucoup de singes et autres, alors que du côté du Bénin, il n'y avait pas grand-chose. Et là, il était important qu'on voit avec les communautés, malgré ces habitats protégés au Togo et au Bénin, il y a quelques habitats sacrés, mais non protégés en tant que tels. Mais le processus a conduit maintenant. Aujourd'hui, nous avons par exemple la réserve de la Bouche de Roi, au niveau du côté béninois, et qui est aujourd'hui un site où, je vous dis, dans le processus, on est allé même jusqu'à sacraliser des habitats avec les Angbeto. Monsieur Boudrenou. Et ça permet de protéger la ressource. Monsieur Boudrenou. Bien sûr, madame. On sent que vous respirez la nature. Oui. On sent que c'est en quelque sorte votre chasse gardée. Bien en sûr, tout cas, on vous accompagne. Merci. On vous accompagne dans ce sens-là. Et c'est pour ça que ce plateau vous est ouvert à chaque fois. N'hésitez surtout pas à venir pour de ces genres d'informations. On en a besoin. On parlait donc avec vous de la réserve biosphère transfrontière du Mono. En tout cas, le sujet reviendra sur le tapis. Cette fois-ci, on va parlera et avec les richesses contenues dans cette réserve. Et pour finir, donc, parler des enjeux, des différents enjeux, n'est-ce pas, les perspectives, les défis pour cette réserve. Merci d'être passé nous voir, Monsieur Boudrenou. Ce fut un plaisir. Alors, après donc nature et bien-être, si vous venez à l'instant de nous rejoindre, c'est le grand rendez-vous qui se poursuit. Dans quelques petites secondes, nous allons accueillir Autant Savoir Agnate Bello, parce qu'on avait parlé beaucoup la semaine dernière des conducteurs de tricycles. Cette semaine, enfin pour aujourd'hui, je sais qu'on va parler des conducteurs de taxi-moto, les immigrants. On regarde d'abord ceci et on revient. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut un permis de conduire enfin pour les conducteurs de taxi-moto? On s'en sert pour nos petits déplacements dans la ville de Cotonou et même entre des communes. Quitter Cotonou pour Calavi pour Porto Novo, ils nous sont vraiment utiles, mais on s'interroge sur est-ce qu'il faut vraiment ou est-ce qu'il faut enfin leur délivrer un permis de conduire? C'est ce que le plateau qui va suivre tentera de répondre donc à la question. Mais avant, regardons ensemble ce reportage et on revient. J'ai été à l'école, j'ai mon bac. J'ai fait 10 ans d'enseignement. Et voir la nomination, je vois que ça n'est pas en conformité avec mes efforts fournis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des enfants à la maison, j'ai la femme, j'ai des parents et qui sont sur mon toit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est de chercher à conduire tout juste pour compenser les demandes. Il y a beaucoup de gens qui ont leur diplôme, mais ils ont les ateliers. Mais pourtant, ils en ferment. Ce sont les moyens qui manquent. C'est pourquoi je conduis cette moto aujourd'hui. C'est à cause de ma réinsertion professionnelle que je suis rentré dans ZIM. C'est que je vais trouver un peu de sous pour pouvoir m'installer. Parce que je suis un maître artisan. C'est une coopération que quand tu rentres dedans là, avant de te retirer dans cette coopération, vraiment c'est difficile. Alors, si tu es dans la coopération et puis tu as commencé par... si tu rentres dans la vie conjugale, c'est fini. On a eu la difficulté de se retirer et de s'en sortir. On ne trouve pas de boulot.
Au moins, avec ceci, on peut gagner 2000 francs par jour pour nourrir sa famille. Moi, j'étais un chauffeur. C'est à cause du manque de boulot qu'on fait ce travail. Sinon, il y a beaucoup de difficultés dans ce boulot. Comme on n'a rien trouvé, c'est avec ça qu'on nourrit la famille. J'étais un restaurateur. J'avais un cafétéria, buvette. Je suis obligé de venir à Cotonou pour pouvoir faire cette activité. Parce que avec ça, on trouve mieux. C'était donc une vox pop, un micro-trottoir réalisé sur la vie des conducteurs de taxi, moto, et c'est ce qui fait donc notre entrée sur Autant savoir de ce jour. Faut-il un permis de conduire pour ces hommes? En tout cas, nous allons essayer d'en savoir quelque chose avec notre invité, M. Eric Denionvi. Il est agent du CNSR. Bonsoir, M. Denionvi. Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, sinon même l'invitation de Agnès Bello, puisque c'est elle qui est restée beaucoup plus en contact avec vous par téléphone. Agnès Bello, bonsoir à vous aussi. Bonsoir Karamata Watao. Oui, on a parlé la semaine dernière, comme je le disais à nos amis téléspectateurs, des conducteurs de tricycles. Aujourd'hui, c'est les conducteurs de Zemidjan. Oui, c'est les conducteurs de Zemidjan et je remercie Madini justement pour ce Vospop. Ce que nous avons retenu et pourquoi nous avons choisi d'en parler, c'est que la plupart de ces hommes que nous avons interrogés viennent d'origines diverses. Conducteurs, d'autres qui viennent de leur village lointain, d'autres qui ont juste le niveau baccalauréat et tout, d'autres qui sont chauffeurs même. Donc pour des personnes qui sont chauffeurs et qui deviennent ZEM, on comprend qu'ils ont déjà une certaine connaissance du code de la route, mais pour le reste, celui qui est juste maître artisan, qui prend sa moto, qui rentre sur la route, qu'est-ce qu'il connaît du code de la route? Comment est-ce qu'il peut conduire? C'est justement pour ça que nous avons voulu vous demander à vous, qui êtes acteur du système, est-ce que le permis de conduire est nécessaire pour les conducteurs de moto? Déjà, votre réponse à cette question. Merci beaucoup, Agnès. C'est bien. Nous avons, tel que tu l'as dit, c'est ce qui se passe dans la ville. C'est que n'importe qui prend la moto et commence par conduire parce que le type là, l'élément là bien circonscrit, c'est-à-dire que par faute de moyens, par faute de travail, on commence par conduire la moto. Et c'est pour dire que la loi en vigueur au Bénin a déjà réglementé tout ça là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les véhicules dont la capacité cylindrée est comprise entre 75 cm3 et 40 cm3, ils ont droit au permis A2. Ça, c'est la loi qui l'a dit, et c'est sur nos permis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les motos que nous rencontrons sur la route, c'est-à-dire les 2 roues, les 3 roues, même les 4 roues, ils doivent avoir le permis avant de conduire. Quel genre de permis? Le permis catégorie A2. Parce que la loi l'a si bien dit. Quand tu vois la capacité cylindrique de ces motos-là, c'est entre 75 cm3. Même les tricycles que nous rencontrons, ça ne dépasse pas 200 cm3. Ça veut dire que tout ce monde-là doit avoir le permis de conduire avant de se mettre sur la voie. Et nous le disons parce que le permis, c'est juste un papier. Mais avant l'obtention de ce papier-là, il y a les préliminaires, il y a dit le code de la route. Le code de la route, ça s'apprend. Et la route se partage, que nous disons souvent, la route se partage. Mais quelqu'un qui se partage en différents acteurs. Très bien, parce que... Donc chacun doit connaître sa place. Très bien, sur la route, ça veut dire qu'il y a les motos, les véhicules, il y a tout le monde. Il y a même les piétons sur la voie. Donc chacun doit connaître sa place. Et pour respecter sa place, il faut connaître le code de la route. Sans le code de la route, le partage serait difficile. Alors moi, je voudrais vous demander, si vous permettez, Agnès Bello, quel est le constat aujourd'hui, puisque vous êtes un acteur des axes routiers, quel est le constat par rapport à ce que vous voyez, vous et vos collaborateurs, vos agents? Oui, effectivement, le constat, c'est alarmant parce que quand vous prenez le taux des accidents qui se produisent le taux qui se produit dans la ville de Cotonou, nous constatons que les 2 roues sont plus impliquées dans ces accidents-là. Et très tôt, nous sommes réveillés, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a constaté que dans cette masse-là, il y a beaucoup qui n'ont pas le permis, qui ne connaissent rien. Ceux qui habituellement conduisent les 4 roues, qui se reconvertissent en 2 roues, tu l'as bien dit, ils sont déjà initiés, ils connaissent déjà le code.
pour eux, le problème ne se pose pas. Mais le grand nombre qui reste, ils ne maîtrisent pas le code. Donc nous nous sommes dit qu'il faut les sensibiliser. Et après la sensibilisation, il faut les aider à l'obtention du permis. Et ça qu'on a déjà commencé. Il y a un ONG qui nous appuie en ce sens-là. Déjà, je crois que vous l'avez dit en coulisses, hein, vous ciblez un peu leur point de rassemblement, vous leur faites des sensibilisations, et après ça, vous les aidez à passer le permis. Oui. D'accord, mais est-ce que jusque-là, vous pouvez nous dire à peu près combien de ZEM vous avez pu conduire dans ce système-là pour l'obtention du permis? Présentement, nous avons près de 300 conducteurs qui ont déjà le permis A2, qui conduisent déjà à Cotonou. Près de 300 conducteurs. 300 conducteurs. Et il y a un nombre de 150 qui sont à l'attente, qui veulent avoir le permis A2. Parce que c'est un projet de 2000 permis ou 2000 motos. Un projet de 2000 permis. C'est gratuit le projet? C'est gratuit. Comment ça se fait? J'ai dit qu'il y a une ONG qui nous appuie dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est l'ONG qui est en charge de recruter le moniteur. Au départ, c'était un moniteur qu'on avait recruté pour sensibiliser ces conducteurs-là. Et après, quand on forme un groupe, un certain nombre, eux autres, on les reconvertit en moniteurs. Parce que c'est gratuit. Quand tu viens, on ne te demande rien. C'est-à-dire que tu viens sur seulement les cours. Et même jusqu'à l'obtention du permis, tu n'as rien à fournir. Seuls pour les frais de dossier? Oui, on leur demande les dossiers, l'acte de naissance, tout ça là. Ils fournissent ça. Mais les frais du dépôt de dossier, ça ne les concerne pas. C'est l'ONG qui prend ça en charge. Donc ça veut dire que quand on te forme comme ça, ça veut dire que toi, tu deviens formateur. C'est comme ça qu'on a essayé le projet. Ça permet d'élargir à tout le monde. Et présentement, nous avons tellement élargi que on veut embrasser toute l'étendue du territoire. Mais vous êtes encore circonscrit à Cotonou. On est plus concentré à Cotonou par rapport aux autres coins. Donc ça veut dire que petit à petit, dans les formats, dans ceux qu'on a déjà formés, on va essayer de les recenser et de les positionner dans les endroits donnés pour que eux autres puissent relayer maintenant l'information jusqu'à l'obtention du permis. Mais justement, déjà plus de 300 ZEM formés, est-ce que le constat sur le terrain s'est fait ressentir? Est-ce que le nombre d'accidents dans lesquels ils sont impliqués a diminué? Oui, ça a diminué. Cette année, ça a diminué. Et de combien? Bon, pour le moment, je ne pourrais pas avancer de taux avec certitude, mais on a constaté que d'abord, le nombre d'accidents a diminué. Et dans ce nombre-là, l'implication des ZEM aussi a diminué. Donc, nous nous sommes dit que notre sensibilisation a porté et il faut continuer sur ce lancer-là. C'est pour ça que nous demandons, pas seulement les ZEM, c'est tout le monde, tous ceux qui utilisent les 2 roues, ils doivent avoir leur permis. C'est pas seulement, il ne faut pas dire que je ne suis pas ZEM, je ne suis pas concerné. Le permis de conduire A2 concerne les utilisations de motos à 2 roues, 3 roues, dont les cylindrées dont je viens de dire n'excèdent pas 400 cm3. Or, généralement, ces motos-là, on les retrouve dans la ville de Cotonou. C'est rien que ces motos-là qu'on a. En dehors des motards, ça c'est des spécialités. Cas particuliers. Mais ceux qui conduisent les tricycles, les quadricycles et les motocyclettes doivent avoir le permis A2. Ça, c'est nécessaire. D'accord. Oui. Mais justement, cette corporation est une corporation très complexe, vous l'avez dit tantôt. Est-ce que vous aviez d'autres difficultés, de problèmes de sécurité routière avec eux, principalement? Oui, pour le moment, c'est surtout au niveau du code. Parce que le résultat, c'est sur le terrain, c'est sur la route qu'on se voit le résultat. C'est ça que nous avons attaqué. C'est parce que quand ils ne connaissent pas, nous avons un très grand nombre d'accidents qui est visuel. Donc pour le moment, nous sommes accentués sur ce front-là pour pouvoir régler ce problème en attendant d'aller à d'autres problèmes, si possible. Mais justement, et à part ça, quand on parle de problèmes de sécurité, c'est quand même des personnes qui transportent des êtres humains. Oui. Est-ce qu'il y a une certaine traçabilité? Est-ce qu'on peut réellement savoir qui sont ceux-là qui nous conduisent dans la ville de Cotonou? C'est ça qui est compliqué parce que c'est le permis qui pourrait séparer ces gens-là. Or, tout le monde le conduit. Or, la loi est là, mais il y a la répression qui manque. Parce qu'on doit obliger tout le monde. C'est ça qui manque. Et nous sommes, parce que pour le moment, on a interdit sur tout le temps de réprimer. Ça, c'est tout le monde le sait. Le CNSL ne se met plus sur la voie pour pouvoir réprimer les gens par rapport au non-respect du code de la route. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation. Sensibiliser. Ce qui est sûr, nous sommes en train de mener les démarches pour que la répression puisse venir. Parce que c'est ça qui motive les gens. Quand on sait qu'il y a répression, tout le monde se conforme. Parce qu'il paraît que pour un changement de comportement, il faut faire mal, il faut choquer. Il faut très faire mal. Oui. Il faut obliger l'intéressé à respecter le code de la route. Il faut aller contre sa volonté. Parce que l'accident
vraiment, c'est catastrophique, c'est pas bien. D'accord. C'est pas bon. D'accord. Eh bien, quand on parle du code de la route, 300 personnes formées, oui. c'est sans oublier, hein, au fur et à mesure que vous les formez, il y en a d'autres qui viennent grossir. Oui, voilà, comment vous allez faire pour ratisser l'âge et que tous, autant qu'ils sont, ils puissent être impactés par cette formation? Oui, j'ai dit tantôt qu'il y a 2000 permis à donner. Et parmi ceux qui viennent, qui s'inscrivent pour l'obtention du permis A2, eux tous, on ne les soumet pas au test. Parce qu'à l'interne, avant qu'on ne te présente pour un examen, on te jauge d'abord. C'est quand tu es capable, pour ton niveau. Ça fait que le nombre qu'on présente, on a ce résultat-là à la fin. Donc ça veut dire que tous ceux noms qui viennent là, ce n'est pas eux tous qui ont le permis. Donc il ne faut pas que les gens se disent que c'est déjà, il n'y a plus de, c'est déjà acquis. Ils peuvent toujours venir, donc petit, parce qu'à un moment donné, nous allons commencer par arrêter les conducteurs de 2 roues, de 3 roues, qui n'ont pas le permis A2. Même vous-même qui conduisez votre moto, on va commencer. Quand la répression va commencer, on sera tous impactés. Voilà, d'accord. Je crois que ce qu'on peut retenir alors, c'est que le permis de conduire est nécessaire aussi. Nécessaire pour les conducteurs. Autant pour les conducteurs de médians que pour les personnes simples qui ont le 2 roues. Les tricycles, les quadricycles, dont la capacité cylindrique est comprise en 75 cm et 400 cm3. Doivent avoir le permis A2. Ça, c'est nécessaire. D'accord. Mais Monsieur Denyovi, voilà, c'est ça. J'ai suivi le reportage au même titre que vous, et puis quelque chose a retenu particulièrement mon attention. Voilà. Il y en a qui vont vraiment vers ce job-là parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Est-ce que ça aussi n'est pas un facteur déterminant dans ce laisser-aller que nous voyons dans le rang de ces conducteurs-là? Parce que n'importe qui, enfin, c'est parce qu'on a essayé telle chose qui n'a pas marché que finalement on se rabat sur être conducteur de Zémidjan. Oui, vous avez si bien dit, parce que le CNSL ne peut pas empêcher ça. La seule chose que nous devons faire, c'est de les accompagner à mieux circuler sur la route. Effectivement, il y a des gens, faute de moyens, faute de travail, se mettent dans ce truc-là pour dire, bon, je vais faire quelque chose pour manger. Donc, on ne peut pas refuser. Nous avons le devoir de les accompagner, de les sensibiliser, de les former pour que sur la voie, on ne puisse pas avoir des accidents. Voilà le rôle du CNSL. Ok, alors Karamat Awataou, merci à vous de nous avoir reçus, Monsieur Denyovi. Merci à vous d'avoir répondu présent sur ce plateau. Je crois que votre dernière intervention va amorcer le prochain plateau. Voilà. Nous allons avoir à parler justement du moyen le plus utilisé ici à Cotonou en ce qui concerne les Zémidjan, mais aussi nous aurons à parler de Zémidjan et reconversion, parce que tenez-vous bien, il y en a qui finalement vont faire un autre métier. Ça, c'est vrai. On en parlera également. Donc c'est parfois une transition pour eux. Une transition. Bon, on peut le dire. Un tremplin. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Eric Denyovi. Vous êtes donc un agent du CNSR. C'était donc avec vous. Le permis de conduire est-il nécessaire? Et oui, vous avez réponse à cette interrogation. Oui. L'obtention du permis de conduire pour les conducteurs de taxi-moto est nécessaire, pour ne pas dire même obligatoire. Alors, ce sera tout. Hein, ma chef d'édition me fait comprendre que c'est fini pour le plateau d'aujourd'hui. Les acteurs donc, du service web ne sont pas venus aujourd'hui et ce sera donc la fin pour ce grand rendez-vous de ce lundi 22 janvier 2018. Nous avons parlé, si vous venez de nous rejoindre ou si vous avez pris le train donc, en marche, l'agriculture béninoise aujourd'hui est en pleine expansion et elle s'acclimate, hein, vous l'avez compris, avec notre expert. La microbiologie est une science qui aide à améliorer la productivité. Nous l'avons su donc avec notre invité, M. Anissé Dassou. La réserve de biosphère transfrontière du Mono, c'est une première en Afrique de l'Ouest, une grande richesse dont peut se vanter le Bénin. Alors avec notre expert, notre invité, comme disait donc Rousseau, l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Il faut donc, si vous voulez réussir, atteindre vos objectifs, il faut, c'est vrai, la capacité que Dieu vous a donnée, mais il faut aussi votre mentalité. Il faut avoir une mentalité de gagnant. Et si votre environnement ne vous permet pas donc d'évoluer, d'atteindre vos objectifs, il faut donc procéder tout simplement à la reprogrammation.
Et enfin, avec Agnès Belot, nous avons compris que 300 conducteurs de taxi-moto ont déjà le permis de conduire et il y en a bien d'autres qui attendent de l'obtenir. Chers amis téléspectateurs, on descend. Terminus pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, ce fut un plaisir d'avoir partagé ce grand moment de télévision à vos côtés. On va se donner rendez-vous tout simplement demain. Plaise à Dieu. Portez-vous bien.